si on doit parler de l'accès au sport pour les femmes, on a un exemple assez intéressant aux États-Unis avec le Title IX, titre 9 en français, qui est un texte législatif qui finalement a mis un terme aux discriminations hommes-femmes dans les programmes éducatifs. Alors on reviendra sur l'idée, sur la question de savoir pourquoi ça intéresse le sport. Et avant de parler de ça, on peut peut-être faire un petit rappel historique sur la situation des femmes et du sport aux États-Unis. Alors pour passer rapidement, on pourrait dater un historique à partir du 19e siècle, mais ce ne serait pas forcément intéressant parce qu'au 19e siècle, mis à part quelques exemples dans les années 1820, la participation des femmes dans le sport est vraiment, je dirais pas anecdotique, même fantomatique. On a vraiment très peu d'exemples, puisque les États-Unis ne font pas vraiment exception autour de la question du mythe que la femme ne serait pas adaptée à la pratique compétitive, qu'elle ne serait même pas intéressée par le sport. Donc on n'a pas vraiment d'exemple pertinent au 19e siècle. La première dissipation, on va dire, des oppositions culturelles, on peut la retrouver dans les années 1920, avec la première reconnaissance d'un statut olympique pour les nageuses féminines américaines, puisqu'en 1912, le CIO a ouvert les compétitions de natation à la participation des femmes. Et donc on a cette première reconnaissance au niveau américain, et une petite évolution, on va dire, avec l'industrialisation du pays dans les années 30, où on commence à voir des femmes se diriger vers la pratique sportive, avec, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, un petit sommet avec une professionnalisation de la pratique dans des sports comme le golf ou le tennis, qui sont assez significatifs d'une évolution. Mais malheureusement, on peut dire malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, on a un retour de ce mythe et de la femme des années 50, où on la voit surtout la lady qui s'occupe de son mari, qui gère la vie de famille, et qui, encore une fois, n'est pas intéressée par le sport et n'est pas amenée à avoir une pratique compétitive. Le vrai tournant, c'est les années 60-70. On trouve au milieu des années 60, fin des années 70, des premiers exemples de compétitions interuniversitaires. Donc dans les années 60, on a 1966 sur des compétitions interuniversitaires de basketball. On a des exemples identiques en 67 et 68 sur la pratique de la gymnastique et de l'athlétisme. Et le point d'orgue, c'est 1972 avec le vote du Title IX qui est adopté par le Congrès. Alors, qu'est-ce que le Title IX ? Le Title IX, on va simplifier la question, on va dire que c'est un texte législatif, donc adopté en 72, entré en vigueur le 21 juillet 1975, et qui a pour objet d'éliminer toute discrimination basée sur le sexe dans les programmes activités éducatives. Alors pourquoi ça impacte le milieu sportif ? Puisque le système américain ne fonctionne pas comme le système français, n'est pas vraiment basé sur un système fédéral, de fédération qui organise le mouvement sportif et participe à la formation des sportifs. Pour faire simple, aux États-Unis, la pratique sportive est essentiellement appuyée sur le système éducatif. Donc nécessairement, quand vous prenez un texte qui impacte ce système éducatif, vous impactez indirectement le monde du sport. Ce qu'on peut dire sur ce titre 9, c'est qu'il a deux volets intéressants en son sein. On a deux idées. On a l'equal opportunity, donc c'est l'équité d'opportunités de pratique, et l'equal treatment, l'égalité de traitement, littéralement. Sur ce premier volet des opportunités de pratique, il faut avoir en tête que les femmes, à l'époque, représentent 15% des pratiquants en université et 7% des pratiquants au lycée, donc c'est vraiment un nombre peu important. Et il était assez illusoire de se dire on va mettre en œuvre un système équivalent homme-femme, puisque de fait il y avait une différence majeure au niveau du nombre de pratiquants. La problématique liée aux opportunités de pratique, à cette équité, elle a été assez difficile de fait à mettre en œuvre, et donc du coup les organismes compétents ont accepté différentes manières de rencontrer cette équité, et on a eu la mise en place de ce qu'on appelle le three-part test, donc c'est le test en 3 parties, 3 tests différents, et chaque université, lycée ou école peut décider d'adopter un de ces 3 tests. Le premier test, c'est le test de proportionnalité, donc vous devez vous assurer que la proportion d'opportunités de pratique est équivalente à la proportion de femmes inscrites dans ces activités. Si par exemple vous avez 50% de femmes qui représentent des pratiquantes, vous devez proposer 50% de pratiques sportives dirigées vers ces femmes-là. Le deuxième test est le test dit du progrès. C'est quand vous êtes dans une situation où vous avez une sous-représentation d'un sexe, donc généralement les filles et les femmes, vous devez démontrer que tous les ans vous avez apporté de nouvelles pratiques et amélioré la situation, et donc vous avez cette idée de progrès. Et le troisième test, qui est un peu moins objectif, c'est autour de la satisfaction des intérêts des femmes, vous devez prouver, en les questionnant assez directement, que vous amenez des pratiques qui leur conviennent et qui conviennent aussi aux cultures locales, puisqu'on le sait aux États-Unis, les cultures sont assez différentes au niveau des pratiques sportives et vous avez des sports plus ou moins populaires et vous devez vous assurer de les proposer à ces femmes. Sur la partie equal treatment, égalité de traitement, c'est assez simple. C'est vraiment, vous devez proposer des conditions, on va dire pour les sports, d'entraînement et de pratique qui sont identiques entre les hommes et les femmes. Vous devez prévoir une pratique soit dans les mêmes locaux, aux mêmes conditions, soit sont des locaux qui sont équivalents en termes de vestiaire, en termes d'équipement, en termes de coach également. Donc on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est une idée assez simple qui se rapproche plus de l'idée d'égalité que d'équité.
Et on peut s'interroger sur l'efficacité d'une telle législation. Finalement, c'est assez peu contestable, puisqu'on se rend compte, comme je le disais dans l'historique, qu'on a une pratique historiquement qui est peu développée au niveau américain jusque dans les années 70. Et si on compare les chiffres avant l'entrée en vigueur du Title IX et après cette entrée en vigueur sur une période ne serait-ce que de 3 ans, on passe dans les années 70 de 300 000 pratiquantes au niveau des lycées et à 2 millions 3 ans après l'entrée en vigueur du texte. Et au niveau universitaire, on multiplie par 2 le nombre de pratiquantes, on passe de 32 000 à 64 000 en 1978. Et sur une période de 30 ans, on multiplie les pratiquants au niveau du lycée par 9 et on multiplie par quasiment 5 les pratiquantes au niveau universitaire. Donc il est absolument indéniable que ces mesures, on va dire presque de discrimination positive, sont effectivement sont extrêmement efficaces au niveau américain.